Tout à l'heure, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai un peu couru parce que j'avais oublié que c'était Paris sans voiture. Donc il y avait plein de petites choses qu'on avait prévues et en fait, c'était un petit clin d'œil en apportant, cette affiche revisitée par Laurent Durieux de Voyage sous l'enfer, aussi à la sortie qu'on a faite avec Isabelle de The Wickerman, parce que Laurent Durieux a créé l'affiche pour la ressortie de Wickerman, qui est la sortie coadulée de 2020 et puis qui est arrivée là pour la réouverture. Et donc je me retrouve maintenant avec deux films en 2021, The Wickerman qui est sorti chez Isabelle, et puis Michael Cimino, Un mirage américain, qui, comme vous l'avez vu, a beaucoup à voir avec Voyage sous l'enfer. Donc voilà, je voulais vous en faire profiter parce que c'est un super artiste et que c'est un tirage limité. J'aurais voulu qu'elle soit déjà installée pour votre arrivée dans le lot, mais bon, bah, j'ai un peu couru avec cette histoire de voiture tout à l'heure. Donc je la laisse pas loin. Bah, laisse-la, pour la dire. Bon. Alors, Jean-Baptiste, on a beaucoup parlé de cinéphilie. La cinéphilie, c'est quelque chose qui nous anime beaucoup. Le rapport à la cinéphilie, le rapport à la vision du film en salle, n'est-ce pas, Julie? Tout ça, c'est la crise sanitaire que nous avons traversée, évidemment, a suscité des modifications de comportement, et toutes ces grandes interrogations, ces grandes inquiétudes que nous avions, se sont exacerbées. Tu es évidemment immensément cinéphile, comme nous le savons tous, et très attaché à la conservation de cette mémoire, qui s'étiole, surtout sur cette génération où les gens disparaissent. Il faut absolument retenir la parole, le savoir, la façon dont les cinéphilies des réalisateurs de cette génération se sont édifiées. Et tu savais énormément de choses sur Cimino avant de le rencontrer. Tu as passé cette semaine avec lui dans le cadre de cet article pour les Cahiers du cinéma. Après, tu as eu l'idée de ce film. Alors, j'imagine que tu avais énormément de choses à dire. Comment tu as pu démarrer? Comment tu as pu organiser tout ça? Quel a été ton angle d'attaque? Qu'est-ce que tu t'es dit? Mon angle d'attaque, alors... c'est compliqué parce que, pour être tout à fait honnête, le petit problème que j'ai eu à résoudre en fait, au tout début, c'était, comme je vous le disais au tout début, c'est qu'ayant déjà beaucoup bossé sur Cimino, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter d'autre en fait, sur Michael Cimino? Moi, parce que quelqu'un d'autre pourrait faire d'autres livres, d'autres films, mais moi j'avais le sentiment à un moment d'avoir un peu épuisé en fait, la matière Michael Cimino via l'article et le bouquin. Et donc, il a fallu revenir un peu à la source, c'est-à-dire que je savais que j'avais avec moi donc ces 50-60 heures d'enregistrement audio, matière qui n'avait jamais été utilisée, puisqu'elle m'avait servi une fois retranscrite pour faire l'article et puis le bouquin, etc. Mais la voix de Cimino, c'est quelque chose quand même. C'est-à-dire que quand on lit le livre sur Michael Cimino, on lit des propos que j'ai retranscrits en français alors qu'il m'a parlé en anglais, les silences ne sont pas forcément là, le ton de sa voix... Enfin, et en réécoutant en fait quelques minutes comme ça de sa voix, je me dis ouais, mais quand même il y a tellement de choses qui sont racontées par le ton et la voix de Michael Cimino, son côté par moments désabusé, le moment où il peut être énervé, c'est le moment où il parle, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'on revient à Amigo Junction et il se souvient du moment où il a toujours été attaqué, toujours considéré comme un homophobe, un raciste, il a toujours été à contretemps on pourrait dire de son époque, Cimino. Et moi, ça m'a toujours beaucoup intéressé, en fan de Visconti, forcément, j'aime ça. Et donc, c'est intéressant, et je me suis dit, mais là, quand il me dit ça, quand je retranscris, par exemple, la colère de Cimino, elle n'a pas le même impact que si on l'entend dire ça. Et inversement, le côté extrêmement respectueux quand il parle de Clint Eastwood, ou quand, par moments, il pouvait être drôle ou autre. Et en fait, je suis parti de deux choses pour le film. La première, ça a été la voix de Michael Cimino. Il y a quelque chose, y compris dans les silences, parce qu'il parlait très doucement, Cimino. Alors, il faut quand même préciser qu'à l'époque, quand j'enregistre la voix pendant le voyage, à aucun moment, je me dis évidemment qu'un jour, ça terminera sur un écran de cinéma, ni même à la radio. Donc, je ne fais pas attention. Et puis, pour moi, ce n'est pas important. Pour moi, l'important, c'est que Cimino oublie qu'il est enregistré. Donc, j'ai des dictaphones partout dans la voiture, dans les diners, dans les motels. Mais en fait, le son est catastrophique, très souvent.
Et donc avant de faire le film, la première chose c'est de se dire, mais est-ce que c'est exploitable cette matière sonore? Est-ce que quand on regarde sur un grand écran, on n'a pas la tête comme une citrouille au bout de 10 minutes, tellement, parce qu'il il reste évidemment des traces de ça, des moments où on entend un serveur, un bruit de musique, un bruit de cuillère, parce que tout le monde s'en foutait. Quand je suis dans un diner, je sais pas, moi, au milieu du Nevada, on ne me dit pas c'est qui, personne ne connaît Cimino. Puis physiquement, il est un peu strange, moi aussi, donc il y a deux frics qui sont en train de parler depuis 3 heures à table, et donc personne ne s'arrête ou arrête la machine à café parce que je suis en train d'enregistrer. Donc j'ai tout ça en fait sur la bande-son, et il a fallu au départ se poser la question de la dimension exploitable, et on a fait un travail, pour être tout à fait honnête, qui a été ultra important de restauration de la voix. Ça m'était évidemment jamais arrivé, et lors du premier montage, on a la voix brute, pure, que je trouve par moments difficilement audible. Je me dis, bon, pour le spectateur, ça va être vraiment un effort à faire par moment, et encore, vous les Français, vous avez les sous-titres. Mais je pense à la version internationale où des gens n'auront même pas les sous-titres, ne feront qu'écouter Michael Cimino, ça va être compliqué. Et il y a eu au moment du mixage, et je dirais presque l'essentiel du temps de mixage a été consacré à la restauration, mais comme on fait de la restauration de film, de la voix de Michael Cimino. Et il y a eu un mixeur qui s'appelle Tony Di Rocco qui a été extraordinaire, pouvant passer 2 heures sur 4 secondes de la voix de Cimino, tout simplement pour enlever là un peu de grave, là un peu d'ambiance, etc. Alors vous vous en rendez pas compte, et j'espère, quand on voit là comme ça le résultat final, mais la matière sonore de laquelle il est parti et ce à quoi on est arrivé à la fin, le résultat il est incroyable. Moi j'y croyais absolument pas, je me suis dit bon bah tant pis on y va et puis les gens tendront l'oreille, ce qui est débile, idiot. Ou alors je mettrais moins de voix, c'est-à-dire que comme je la trouvais, j'étais très partagé parce que à la fois ce que dit Cimino était tellement à la fois intéressant, émouvant, c'est un peu le compagnon de route, comme c'est plutôt un film de fantôme. Voilà, quand on prend la route, le fantôme il se tait, puis par moments il se met à parler, etc. Mais je voulais qu'il soit vraiment là, et il a fallu passer du temps en fait pour arriver à rendre exploitable ça. Et la deuxième chose, c'est ce que je vous disais au tout début par rapport au point de départ, ça a été comment dire, quand vous attaquez, je pense comme ça, un sujet que vous avez déjà traité par ailleurs, ce qui était quand même pour moi véritablement la première fois à ce point-là. Comme j'avais déjà fait avec Dario Argento il y a 2 ans, mais c'était autre chose, c'est de se dire comment, mais à titre mais presque personnel, comment je me remets en mouvement pour avoir envie de passer 1 an avec Cimino. Enfin 1 an, c'est pas 1 an plein, mais quand même. Et c'est le moment où je me pose la question de Voyage au bout de l'enfer, question que je me suis toujours posée en fait depuis très très longtemps, en me disant ah oui, mais est-ce qu'ils sont encore vivants les gens qui étaient à la séquence de mariage de Voyage au bout de l'enfer? Parfois c'est quelque chose que je me posais, voilà. Comme on se pose plein de questions, est-ce qu'ils sont encore présents, les figurants d'eux? Et puis j'ai toujours aimé ça, les gens qui... je trouve que ça serait un super sujet, à la fois et de film et de livre ou d'enquête. C'est tous ces gens qui n'apparaissent qu'une fois ou deux dans un film, mais un film tellement important que pour l'éternité, ils sont là. Et je me suis dit, mais est-ce qu'ils sont encore vivants, ces gens-là? Et là, autre enquête. Et donc je me dis, je la fais très courte parce que c'est trop long, mais voilà, j'identifie à un moment donné la ville où a été tournée en grande partie la partie 1 et 3 de Voyage au bout de l'enfer. Et là, je comprends que la ville clé de tout ça, c'est la petite ville que vous avez vue là, Mingo Junction dans l'Ohio. Il y a aussi une partie à Cleveland auquel on est allé, l'église, la séquence de l'église, la séquence de la fête, c'est à Cleveland. Mais c'est pas très loin, c'est à peu près 1h30 de route, et ce bled est à 2h30 de route de Pittsburgh. Mais on est quand même dans le trou du cul de l'Amérique, même à 2h30 de route de Pittsburgh. Et donc j'identifie l'endroit, et puis de façon très naturelle, là pour le coup grâce aux réseaux sociaux, j'essaie de rentrer en contact avec des gens de cette communauté, en disant bonjour, je suis un tel, est-ce que vous vous souvenez qu'un film qui s'appelle Voyage au bout de l'enfer a été tourné dans votre petite ville il y a 40 ans? Et là, déferlement, je tombe, le premier qui me répond c'est celui que vous avez vu au début du film, celui qui a le fameux t-shirt Top Gun, Jim. Il me répond oui, mais bien sûr, ça a été un moment extrêmement important pour nous, etc. etc. Je dis ah bon, et je veux en savoir plus, et on commence à échanger au début par l'équivalent de Zoom, par FaceTime, et je sens en fait que je leur dis écoutez, moi j'ai une idée, j'aimerais bien venir vous filmer chez vous, vous parler, etc. Et il me dit avec grand plaisir, et je sens qu'il commence lui-même à mobiliser toute la communauté de Mingo Junction. C'est une petite ville, hein, vous avez vu, la moitié c'est une ville fantôme, il y a 2 restaurants, un bar, enfin, on s'est vite croisés un peu partout, et lui, et avec évidemment sa femme et avec tous les gens qui sont derrière, vont préparer presque notre venue. Hein, parce qu'on a commencé le tournage de Los Angeles, on est monté, on a fait tout le truc Oregon, Wyoming, Montana, puis à un moment donné on a franchi Nebraska et on est arrivé en Ohio.
Et on est arrivé sur la fin du tournage, on a passé 10 jours avec eux, et ils ont été géniaux. C'est-à-dire que, et j'avais le sentiment que non seulement c'était une ville, vous comprenez bien, qui a été victime de la perte industrielle de façon assez forte, c'est une ville, il y a un seul plan où il y a la fiche pro-Trump, c'est pas la peine d'en dire plus, on a compris pour qui vote, là pour le coup, ce type de ville, parce que moi j'y étais encore une fois avant l'élection qui allait avoir lieu. Et donc, à moitié ville fantôme, une ville désertée, c'est ce que racontent tous ces gens-là. Mais par contre, il y a un événement mythique dans leur ville, il y en a deux. C'est l'usine qui a donné à fermer, et c'est le tournage de ce film-là, de Je veux bien faire. Et c'est comme ça que j'y vais, et là je passe beaucoup de temps avec eux, évidemment. Je leur pose des questions, ils me font visiter différents endroits. Très fièrement, ils me montrent leur mural que vous voyez au début du film, on est dans le film, le fameux Deer Hunter, jusqu'à ce qu'au bout de 10 jours, je leur dise tout ça est génial, mais il manque juste un truc sur l'affiche qui est le nom de Michael Cimino. Et là, ça a été un coup dur pour eux, mais j'ai attendu la fin du tournage avec eux pour leur dire. Et ils ont été absolument géniaux. Et puis moi, c'est ce que je voulais faire. Et quand j'ai su que les gens de Mingo Junction, on était évidemment les seuls Français, il n'y a pas de touristes dans ces endroits-là. Donc, on me souviens très très bien, la première fois qu'on est arrivé, on avait quand même une espèce de gros SUV et, puis moi, et un autre véhicule. Et on a franchi la frontière d'abord du fameux Logan Avenue, qui est l'endroit du pont. En fait, le deuxième plan du film, c'est le plan exact qui ouvre Voyage au bout de l'enfer, sous le pont de Logan Avenue. Et on est arrivé là, on se gare, je rentre dans une espèce de supérette. Moi, je fais toujours ça, il faut aller voir les gens du coin, Et tout de suite, on sait on est repéré comme étant les Français qui viennent tourner sur à propos de Deer Hunter. Et au fil des jours, ils sont extrêmement disponibles. Donc je rencontre les uns et les autres, celui qui réparait les voitures de Niro, Ringo Mehdi, je vais voir l'ami Bookmatter qui lui a été le modèle, qui est le fameux Boom Boom, je les vois. Et ce qui est assez intéressant, et ce qui moi m'a beaucoup intéressé, c'est qu'au bout d'un moment, au début ils me disent « Ok, vous faites un film sur Voyage au bout de l'enfer ». Puis au bout d'un moment, au bout de 2-3 jours, il m'appelle JB, ils ne savent pas dire Jean-Baptiste, JB il fait un film sur Mingo Junction à l'époque de Voyage au bout de l'enfer. Et à la fin du séjour, il fait un film sur nous. Et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est en fait exactement ça que je cherchais. De me dire, si je veux être fidèle, je veux retrouver l'impulsion chiminienne qui vient de Voyage au bout de l'enfer, j'avais presque envie en fait, qu'au bout d'un quart d'heure, on oublie que c'est un film sur Michael Cimino. On est venu voir ça, et puis on est happé par d'autres choses, par une communauté, par des gens, et puis arrive Cimino. Mais Cimino, il arrive après ces gens-là. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi j'avais très envie qu'il arrive tardivement, parce que Cimino, il est le produit de ce rapport-là qu'il a eu avec ces gens dans Voyage au bout de l'enfer, de la façon dont il répète sans arrêt, il faut connaître les gens, on filme des caractères, on filme des people, il le dit sans arrêt ça, jusqu'à ce moment très, très beau sur la séquence de la roulette dans Voyage au bout de l'enfer, lorsqu'il répète sans arrêt. Ce qui est génial dans la séquence de la roulette de Voyage au bout de l'enfer, c'est pas la séquence elle-même, ce que reprend Tarantino, c'est ce qu'il y a avant. Et autrement dit, quand on a appris à passer du temps avec ces gens-là, on oublie même l'histoire, on a l'impression d'être devant un film de famille, c'est presque des gens qu'on a connus, et ce qui leur arrive a un impact évidemment colossal. Mais quoi que ce soit en fait. Et je me suis dit, il faut retrouver cette espèce d'impulsion-là, et retrouver ce que Cimino me racontait en permanence. Donc je vais d'abord aller voir les gens, et pas du tout faire un doc sur, je vais vous expliquer Michael Cimino, chronologiquement, des archives, ça je m'en fous, ça ne m'intéresse pas, les livres le font très bien. Sur un film, c'est complètement autre chose. Et donc voilà quel a été un peu le point de départ, si vous voulez, du film. Super. Bon, alors, on attend vos questions, vos réactions. Oui. Et après, monsieur. C'est plus un remerciement qu'une question. Moi, ça suffit, c'est bon. Voilà. Non, mais un grand merci à Jean-Baptiste pour vraiment ce film magnifique, vraiment très à la fois enrichissant et émouvant. Et un grand merci à Marc aussi. Et que moi j'ai vu plutôt que j'ai perçu comme presque un prolongement de We Blow It, enfin une sorte presque de diptyque. Alors je ne sais pas si ce sera le deuxième volet d'une trilogie. Bon. En tout cas, je l'ai vu un peu dans la même veine. Et c'est vraiment un film magnifique. Alors non seulement je savais que Jean-Baptiste était un grand réalisateur, ça c'est sûr. On apprend aussi que c'est un grand compositeur. C'est que la musique est magnifique, bien adaptée au film, et ça c'est quelque chose qu'on souligne peu finalement dans ton talent, dans tes talents multiples.
Et puis, il y a quelque chose qui m'a intrigué dans le film, c'est ce long plan de John Savage, filmé devant la vitre. Ça, c'est presque un plan plus Michael Mann que Cimino. Mais je voulais savoir comment tu étais arrivé à ce moment d'émotion, justement, de John Savage, alors qu'il n'a pas encore commencé à parler sur la musique de Stanley Myers, si je me souviens bien. Ouais, Cavatina, ouais. Oui, oui. Alors, merci pour ce que tu viens de dire. Il faut que c'est enregistré quelque part, parce que quand je l'avais filmé, je me le repasserai. Et, non, mais alors, ce que tu dis est intéressant, parce qu'alors, autant le cas Mingo Junction, le désir d'aller filmer la communauté, d'ailleurs à tel point que le vrai premier titre du film, c'est pas Makachino, un mirage américain, c'est Les Daims de Mingo Junction. Et on me fait comprendre que pour des raisons de distribution commerciale, on va dans le mur. Les Daims de Mingo Junction, les Daims, les gens se rappellent ce que c'est à Paris, moi, un daim, un cerf, on ne sait pas. Puis alors, bon. Donc je comprends, alors, peu importe. Mais par contre, je dirais que ce que tu mentionnais, le cas de We Blue It, qui, je me souviens, à l'époque, c'était un film que j'avais complètement écrit par la fin, par la dernière séquence de 8 minutes, de la voiture, etc. Et là, le film a été écrit par le milieu et par la séquence de John Savage. C'est-à-dire qu'au moment où j'écris en fait, le film, je sais juste qu'à un moment, il va y avoir cette rencontre, parce que John Savage, que je contacte, etc., il me dit oui, pas de problème. Bon, lui, pareil, il est comme les gens de Mingo Junction. Hein. Je comprends que Voyage au bout de l'enfer est un film plus que fondateur pour lui. Parce qu'il le dit d'ailleurs, ça raconte presque son enfance, le rapport au père. D'ailleurs, il m'a beaucoup plus parlé de son père, John Savage, dans le temps que j'ai passé avec lui, que du film. Et donc, je me dis, voilà, et je savais exactement, voilà, pour le coup, le dispositif. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit plutôt... Parce que le moment où il rentre dans cette espèce de véranda, c'est tourné à Laurel Canyon, à Los Angeles. Alors que dans le plan d'avant, on est à Mingo Junction. Et je trouvais que, parce qu'on a tourné le film en janvier-février, il faisait froid, et puis très 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 froid. Quand on est monté dans le Wyoming, Montana, on était quand même à moins 15, moins 17 degrés. Donc techniquement, il y a des films qui sont, je pense, qui coûtent plus pour l'équipe que d'autres. Surtout dans le Montana, c'était assez redoutable. D'ailleurs, la route qu'on prend au début, je dis ça pour les cinéphiles que ça intéresse, c'est la Road to the Sun, très très connue au Montana, qui est celle que prend Nicholson au début de Shining. Bon, peu importe. Et donc, je savais ça sur Savage, et donc lorsque je le vois, pour être tout à fait honnête, l'entretien avec lui m'intéresse pas plus que ça. Donc je me dis oui, mais il y a une chose que je veux avoir de John Savage, c'est que je vais le faire descendre dans cette espèce d'endroit. Et je lui ai dit, on a fait ça après l'entretien. On a passé 2-3 heures d'entretien avec lui, un peu bizarre, qui me parlait de plein de choses, et y compris de son rapport à Voyage au bout de l'enfer, enfin bon. Mais il me parlait de lui sans arrêt, du rapport compliqué avec son père, qui avait, comme il le dit, qui a fait la guerre, enfin tout ça. Et j'ai attendu la fin de l'entretien pour lui dire, écoutez, il y a une dernière chose qu'on va faire, parce que l'intérêt qu'on va avoir les Américains, c'est qu'ils sont très pros, donc s'ils vous disent oui, ils acceptent de faire tout ce que vous leur demandez de faire. Et je lui dis, une dernière chose avant qu'on se quitte, John, c'est, voilà, vous allez descendre dans cet endroit qui est là-bas, vous n'y allez pas encore, et voilà la contrainte, c'est que une fois que vous êtes en bas, sachez qu'il y a 2 caméras qui sont sur vous. Là, il y a 2 choses que je vous demande, c'est de ne jamais regarder la caméra et de ne pas sortir de ce périmètre-là. Et je dis, vous faites ce que vous voulez pendant 10 minutes. Ce que vous voulez. Voilà. Et donc, il ne sait pas ce qui va se passer. Donc au moment où il descend, c'est forcément une première prise, donc il ne fallait pas se planter. Parce que si on avait dû faire 2 prises, l'effet était mort. Donc on s'est quand même ultra préparé. On s'est dit attention, parce que là, quand Savage va descendre, ça sera la prise du film où la séquence n'aura pas lieu, quoi. Et donc il descend, et je lui mets Cavatina, et là il doit faire avec ça. C'est-à-dire qu'il entend d'un seul coup, parce que moi je pense que le pouvoir évocateur de la musique est toujours incroyable, surtout quand c'est la musique de voyage ou d'autres films. Et là il replonge 40 ans auparavant. Et tout ce qui se passe pendant cette minute, alors je ne vous dis pas que la pression, notamment la discussion qu'on peut avoir par moment avec le producteur ou d'autres, par exemple, sont compliquées. Hein. Beaucoup se diraient, bon c'est bon, on a compris, on prend 35 secondes. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'était tout le contraire. C'était évidemment que ça dure. Et c'est parce que quand ça dure, on voit l'évolution de Savage. On voit combien il est à la fois lui-même, et puis il se reprend à un moment en disant « mais je suis acteur », donc il fait l'acteur pendant 45 secondes, et après il est à nouveau submergé par cette émotion-là, et tout passe sur ce qu'est Voyage au bout de l'enfer. C'est-à-dire que c'est à la fois le home movie, l'acteur, le souvenir qui revient, et puis ce moment où à la fois il sourit, où il est triste ou autre.
Et là où je vois que c'est quand même un type qui est, pour le coup, qui est un acteur pro, c'est qu'il a tout de suite calculé l'endroit. Il a vu, parce qu'il s'est dit, mais comment est-ce que une séquence comme ça, je pense que, vu la bouteille qu'il a, comment une séquence comme ça, il va l'intégrer dans le reste du film. Et là, il décide de jeter un coup d'œil vers la vitre. Parce que tout acteur sait, quand on le laisse improviser, c'est que si je jette un coup d'œil vers la vitre, moi, ça me donne la possibilité au montage derrière de faire un contre-champ. Autrement dit, de sortir de la séquence ailleurs. Et à toute fin de la séquence, il le fait. Et là, je vois qu'il a parfaitement compris, en fait, ce qui était en train de se jouer. Il regarde vers la vitre, paf, moi j'en profite, contre-champ qui est de l'autre côté de Los Angeles. C'est pas du tout ce qu'il est en train de regarder, ce qu'on voit. Et là, c'est parti. Et ça a été ce moment-là, en fait, qui m'intéressait, et aussi parce que je dirais que la question du cinéma, si on veut, pour moi, elle était prise en charge par Michael Cimino, qui parle, et éventuellement par la mise en scène, par moments où moi j'aime toujours dans un film quand l'essentiel de ce qui est dit passe pas par les talking heads. Parce que les talking heads c'est de l'anecdote, etc. Mais les trucs les plus, à mon avis, à part Cimino bien sûr, les plus intéressants qui sont dits, c'est pas les gens qui les disent. Eux, ils doivent rester à un niveau personnel, anecdotique, etc. Et ce qui était intéressant, c'est que lorsque lui donc fait l'entretien, etc., et ce que je garde à la fin de John Savage, c'est qu'il ne parle quasiment pas et de cinéma ou de Michael Cimino. Comme il dit, cette communauté, elle était incroyable, elle nous a offert des cadeaux, on tenait le coup, on buvait, etc. Autrement dit, moi c'est ça que je voulais aller chercher, c'est Savage. C'est pas l'entretien, alors John Savage, comment vous a proposé le rôle, comment vous avez... Je m'en fous de tout ça. Par contre, que John Savage, parlant du film, ne parle que de lui-même, moi c'est exactement ce que je cherchais. Parce que moi je reste convaincu que pour les gens de Mingo Junction, et je l'ai vérifié, lorsqu'ils regardent Voyage au bout de l'enfer, ils ne regardent pas Voyage au bout de l'enfer comme moi je le regarde. Très honnêtement. Je veux dire, ils ne sont pas en train de se dire de faire du plan par plan, analyse, d'où ça vient, tel endroit, il y a Kim Vidor, ah oui, je repère Visconti. Non, pas du tout. Par contre, ils ont un rapport intime avec le film. Et pourquoi ils ont un rapport intime? Parce que Michael Cimino leur a donné, en fait, pendant 2 mois et à la fin, pendant un film de 3 heures, leur propre film de famille. Autrement dit, quand les gens de Mingo regardent Voyage au bout de l'enfer, ils ne regardent pas un des films les plus célébrés de l'histoire du cinéma américain, qu'ils connaissent un peu, mais sans plus. Ils se regardent eux-mêmes au moment de leur âge d'or. L'âge d'or du travail, l'âge d'or de leur relation, l'âge d'or, il se trouve, c'était aussi un peu l'âge d'or du film américain, pour la fin, etc. Et c'est ça, moi, qui me touchait. Et c'est pour ça que j'ai voulu que la projection, en fait, ait lieu dans cette espèce d'endroit qui n'est pas un cinéma. Si j'avais fait la projection de Voyage au bout de l'enfer dans un cinéma, j'aurais mis les gens de Mingo Junction à votre place de cinéphile devant un film. C'est pas leur lieu. Leur lieu, c'est dans l'arrière-salle du bar où ils passent leur temps à se raconter leurs histoires. On va mettre un drap et on va se projeter un film de famille. Et moi, ça m'amusait que ce soit Voyage au bout de l'enfer qui fasse office de film de famille à ce moment-là. Et d'ailleurs, quand la projo commence, l'un d'eux dit « Ah oui, je me souviens, on décotait nos copines, etc., etc. Et tu te souviens d'un tel ?» Et puis, pour moi, alors, le moment qui raconte tout ça, c'est quand Jim se met à raconter les souvenirs de cette époque-là, où ils confondent tout. Hein. Ils confondent les années 70, nous, notre jeunesse, Mingo, Voyage au bout de l'enfer. Et puis il dit, mais tu te souviens de ce type, etc. Et il se souvient de la mort d'un de ses copains. Et là, il s'arrête à un moment donné. Et je me dis, alors là, je suis au plus près de ce qu'est Michael Cimino pour moi. Donc ça, en livre, je ne peux pas le faire. Vous voyez? Ou en doc classique, voix off, je ne peux pas. Et là, je me dis, la vérité que je cherche de ces gens-là, elle est exactement là. C'est-à-dire que lui, quand il voit Voyage au bout de l'enfer, il se souvient de son copain qui est mort. Il ne se souvient pas de Niro était dément, non. Il se souvient que son copain était mort. Et ça, c'est la puissance du cinéma. Et pour moi, des films en général. C'est évidemment, on peut avoir un plaisir d'esthète devant les films, et je suis le premier à jouer ce jeu-là et à adorer ça. Mais là, on est ailleurs. C'est pour ça que moi, j'avais toute cette partie sur Mingo Junction à laquelle on revient comme ça un peu régulièrement, elle était pour moi absolument capitale. Et Savage, pour moi, participait de ça. C'est-à-dire que quand Savage arrive, avec sa tenue, etc., il y a plein de gens qui ne savent pas qui est John Savage, il pourrait très bien faire partie de la communauté de Mingo Junction, et il parle comme les autres. Hein, ce qui était aussi une de mes obsessions, c'était la mise à niveau général des paroles et des discours. Voilà, qu'on s'appelle Jim Frayling, Orin Diomedi, Oliver Stone, on a la même place dans le cadre et le même traitement. C'est ça qui, moi, m'intéressait. C'était le principe déjà que tu avais utilisé sur... Micro. Pardon, c'était le principe que tu avais déjà utilisé sur We Blue, de mettre tout le monde à égalité. Oui, mais parce qu'après, c'est des choses...
qui sont plus ou moins personnelles. C'est que je pense que la puissance du cinéma de Michael Cimino, à mon avis, mais comme ça, la puissance, on parlait de Visconti ou de John Ford, de gens comme ça, c'est que justement ils font des films qui sont à la fois des chefs-d'œuvre de l'histoire, du cinéma, etc. Mais c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils arrivent à se connecter avec une idée de l'Amérique, un état d'esprit américain, et donc ils deviennent des Américains, si ce n'est qu'eux font des films, et puis d'autres sont à la mine, d'autres, peu importe. Chacun fait son métier, mais c'est pas plus noble de faire des films que de faire les 3 livres dans l'usine de Mego Junction en 77, moi je trouve. Et donc pour moi c'était très important d'aller voir ces Américains-là et pas de dire, oh là là, Oliver Stone arrive, attention, on branle-bas de combat, boule disco. Non. Oliver Stone, il arrive, il dit, et ce qu'il dit n'est ni mieux ni moins bien, je ne suis même pas d'ailleurs dans cette réflexion-là, je me dis qu'il apporte sa pierre à ce qu'est Michael Cimino et à ce qu'a été une certaine Amérique qu'a filmé Cimino. C'est pour ça que le film est à la fois sur Cimino et sur autre chose, de la même façon, mais il apporte la même pierre que Jim, par exemple, lorsqu'il parle. Et je dois dire quand même quelque chose à propos de ça qui, moi, m'intéresse. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse, c'est que ça me frappe toujours, et j'avais déjà ressenti à l'époque de We Blew It, c'est que quand je suis arrivé dans cette communauté-là, donc je leur dis ce que je vais faire, etc. Et donc, ils ont le sentiment que d'un seul coup, je les invite à un projet qu'ils ne méritent pas. Quelque chose de très très ancré quand même là-dedans. Et voilà, vous allez nous filmer nous avec des caméras, cinémascope, mais est-ce qu'on mérite comme ça? C'est ça que c'est assez fascinant, parce qu'il y a tellement de nullards et de cacous qui ne se posent pas cette question-là. Eux, ils se la posent. Ils se disent, oui, mais alors, mais nous, on n'a rien à dire. Nous, ils me le disent, hein, Jean-Baptiste, on s'entend bien, on boit des bières, moi j'en bois pas, on boit un burger, on se raconte plein de trucs, ils aiment passer du temps, et on s'entend très bien, mais le moment où je vais arriver en leur disant maintenant je vais vous filmer, ça va pas de soi du tout pour eux. Et ça va pas de soi parce qu'ils ont intériorisé une forme de, on pourrait presque dire, de complexe de classe, qui est que nous, on n'a rien à dire. Nous, ça vaut pas le coup d'être sur un grand écran, puisque si vous allez voir des gens connus à côté, oh là là, nous, c'est vrai. Mais ils ne me le disent pas, c'est pas une coquetterie, hein. C'est pas du tout, ils le pensent véritablement. Et moi j'ai mis du temps à leur expliquer ça, à leur dire, mais, enfin, même pas leur expliquer, leur dire que la question ne se posait même pas. Mais il a fallu du temps, et au début quand on faisait les entretiens, ils me disaient, bon Jean-Baptiste, c'était pas trop nul ce que j'ai dit, j'étais pas trop idiot. Bon. Et ça pour moi c'est la grande, je dirais que c'est la grande noblesse. Cette espèce de classe, quoi, de gens on a tous rencontré plein de gens, on a tous fait ou pas des entretiens avec des gens plus ou moins connus, etc. On aimerait qu'il y ait parfois cette conscience. Et ça n'arrive pas souvent, quoi. Et eux, ils l'ont. Et donc, évidemment que moi, je reste aujourd'hui convaincu que quand je regarde le film, ce qu'il raconte, ça a autant d'importance ou de poids ou de sens par rapport à ce que moi j'ai envie de faire sur Michael Cimino et puis l'Amérique qui va avec, que Tarantino ou Oliver Stone. Mais il a fallu du temps pour qu'ils acceptent, qu'ils me fassent confiance et qu'ils avaient leur place dans le film. Voilà. Alors que quand je vois Oliver Stone, on a un débat assez long, non pas parce qu'il me dit j'ai pas ma place, oui évidemment, tous ces gens qui ont quand même des égos surdimensionnés, ils pensent qu'ils ont leur place, ils ont même toute la place normalement. Mais la discussion avec Oliver Stone était différente. C'est-à-dire qu'au début, il me dit oui, il me dit là, avec grand plaisir, Michael, je viens, etc. Et puis j'arrive à Los Angeles, où on y était quand même pas mal de temps avant le début du tournage, et puis il me rappelle, il me dit bon, non, je ne vais pas participer à votre film sur Michael Cimino. Je lui dis mais pourquoi, c'est complètement idiot. Il me dit non, mais on discute, on se rencontre, et il me dit mais j'ai pas la même vision que vous de Michael Cimino. Je lui dis comment ça, un peu la même vision? Moi, on discute, il me dit oui, mais il me dit en gros, j'ai énormément de respect pour Michael Cimino, mais je suis moins dans la géographie que vous. Et il me dit en substance ce qu'il va dire dans le film, lorsqu'il dit on aimerait tous que le monde ressemble à un film de John Ford, mais en réalité c'est un film de Sidney Lumet. Et il pense que j'ai envie de faire que John Ford. Je lui dis non mais au contraire, Oliver c'est super, je suis pas là, parce que c'est aussi des cinéastes américains qui sont habitués à ce qu'on vienne les voir pour parler dans des docs américains où tout est amazing. Tout est amazing, tout le monde est génial de A à Z, etc. Et je lui dis que c'est pas mon truc, et que s'il émet une réserve pour une raison XY, argumentée ou pour plein de raisons sur Michael Cimino, au contraire ça m'intéresse. Moi Cimino, j'ai envie qu'on tourne autour de lui comme à une sorte de centre absent.
il a, voilà, et comme dit l'autre, il a des défauts, des qualités, des faiblesses, il est complexe par moments, il est génial et arrogant, il a un ego incroyable et en même temps très touchant, il est intransigeant, il croit qu'il est martyr alors qu'en fait il fait tout pour ne pas faire des films, c'est un faux artiste body, enfin, il y a tout ça, c'est vrai, que la somme de toutes ces choses-là, elles sont est compatibles et racontent Cimino. Et Oliver Stone a beaucoup hésité. Finalement, j'ai réussi à le convaincre. Et on voit, il me semble-t-il, dans le film, combien il essaie à mort, en permanence, de contrôler à la fois l'affection réelle qu'il avait pour Cimino et quand même le regard sévère qu'il a sur lui. On sent que Voyage au bout de l'enfer, Voyage au bout de l'enfer, on aime tous à peu près unanimement, etc. Pour lui, Voyage au bout de l'enfer, c'est un film fait par quelqu'un qui a énormément de talent, mais c'est un film qui l'énerve, fondamentalement. Parce que, évidemment, l'homme qui va faire Platoon entre ciel et terre, l'homme qui est allé au Vietnam, hein, la fameuse représentation des Vietnamiens dans Voyage au bout de l'enfer, Stone, on a beau, moi je lui ai dit 10 fois, mais non, mais c'est pas du tout, non, il ne peut pas l'adjurer. Oui, c'est mental, c'est normal, c'est qu'ils ne sont jamais sortis de chez eux, etc. C'est un fantasme de l'autre dans Voyage au bout de l'enfer, c'est pas les vrais Vietnamiens. Il dit non, non, non. Et donc, et lorsqu'on fait l'entretien avec lui, on se rend compte de ça. C'est-à-dire que, effectivement, qu'il veut doser tout ça. Et donc, moi, au contraire, ça m'intéressait beaucoup, parce que je trouve que tout ce qu'il raconte, en fait, est passionnant, est vrai, et parfois faux. Lorsqu'il dit, par exemple, Cimino n'avait pas besoin de ces Gigantic Railroad, de visions à la Sergio Leone, faux, il en avait besoin. Mais c'est pas grave, Oliver Stone le pense, moi ça m'intéresse. Et alors, pour terminer là-dessus, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a présenté le film à Deauville il y a 8 jours, 15 jours. Et donc Oliver Stone était là. Et donc Oliver Stone... il n'a pas vu le film. Il n'a pas vu le film. Et donc ce qui est intéressant, c'est que donc, il avait entendu en fait parler du film, il a eu plutôt des bons retours, etc. Et donc on se croise. Donc alors ça va, je dis, il faut que je vois votre film. Je dis, c'est une projection là, c'est pas possible, je l'envoie par lien, il va le voir, etc. Mais bon, peu importe tout ça. Et il me dit, à un moment, il me dit, mais vous savez, Baptiste, j'avais beaucoup de respect pour Michael. Alors, je lui ai rien demandé. Et je comprends, en fait, là, un truc que j'avais un peu pressenti au long du tournage, c'est qu'il est, même encore à l'heure qu'il est, très inquiet du traitement qu'il a dans le film. Il ne veut pas passer pour le type qui casse du sucre sur Michael Cimino. Voilà. Et alors je verrai, peut-être qu'il m'écrira un mail dans 2-3 jours en me disant lamentable, je vous retire toute autorisation de film, on ne sait jamais. Mais il était inquiet, en fait, Oliver Stone, et encore aujourd'hui, je pense qu'il est un petit peu inquiet, alors qu'au contraire, moi je pense que on sent quand il parle à la fois l'affection et, à mon avis, ce qu'a pensé Oliver Stone de Cimino, mais il n'est pas le seul à avoir pensé, c'est le gâchis. Voilà. C'est que Oliver Stone considère que Michael Cimino a gâché, enfin, aurait pu faire beaucoup mieux, grosso modo c'est ça, et que lui-même, Cimino, est en partie responsable de ce qui lui est arrivé. Alors que la voix de Cimino, moi qui ai passé du temps avec lui, à aucun moment, Cimino m'a fait le moindre début d'autocritique là-dessus. Jamais il m'a dit, à tel ou tel endroit, oui, c'est pas normal, je veux dire, non, il s'est toujours lui, Cimino, posé comme une sorte de victime. Voilà, ça a été son truc. Et Joan Carelli aussi, voilà, m'avait dit une fois à New York, on avait passé du temps ensemble, parce que Cimino n'a pas tourné entre 1995 et sa mort, il a passé quand même énormément de temps à faire des projets, comme le dit Oliver Stone, hein, tous ces films qu'il aurait pu tourner et qu'il n'a pas voulu tourner en réalité. Après, on peut faire la psychanalyse de bazar en se disant peut-être que Cimino, en fait, ne voulait plus tourner de films après 1995. C'est tout à fait possible, tellement il a eu de projets et d'offres, etc. Et Joan Carelli m'avait dit, mais c'est comme prendre Picasso et lui attacher les mains derrière le dos. Bon, le problème, c'est que Picasso, faire une toile, ça coûte un peu moins cher qu'un film tel que Cimino s'imagine. Et c'est là que le truc est rentré. Donc Oliver Stone m'intéressait aussi pour ça, comme d'ailleurs James Toback, qui lui aussi, à sa manière, et par moments un peu sévère sur lui. Une autre question. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais revenir sur le fait déjà que... Le micro. Ouais. Alors déjà, j'ai beaucoup aimé le film, et juste sur la crise sanitaire, là j'ai l'impression d'être dans une vidéo YouTube, à force de voir toutes vos conférences et des trucs, j'ai l'impression... Ah, pardon, désolé. Ouais. Non mais ne mettez que le son. Ah. Ne mettez que le son, ne regardez pas. Ah oui, oui. Enfin, alors, qu'est-ce que je voulais dire Ouais.
Je vais dire un truc sur, sur le truc que vous avez dit sur Chimino. En fait, le côté montrer la guerre au Vietnam ou pas. En fait, comment on montre la guerre, comment on montre ce qui est, comment les gens sont affectés, ou bien on montre ce qu'il y a sur la guerre. En fait, ça m'a rappelé la petite phrase qu'il y a au début qui dit que Chimino sort un peu de son temps, de son époque, qui n'est pas vraiment partie du nouvel Hollywood. Et c'est un peu en opposition avec un autre cinéaste de cette génération qui est De Palma. Et j'ai l'impression que sur deux points de vue, il est complètement opposé au sens où De Palma c'est un grand formaliste et en même temps il a un cinéma très politique. Et d'ailleurs, à un moment on dit les films des années 80 c'est pas trop top, quand Tarantino parle de ça. Ça j'ai laissé parce que vous avez plaisir. Ouais. Moi aussi, mais du coup il a oublié de citer un film des années 80 qui est justement sur le film Outrage de Palma. Et là pour le coup on a carrément l'inverse, où on voit au contraire comment les Vietnamiens, les bavures de l'armée américaine, etc. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. J'ai des idées un peu éparpillées sur ce sujet, c'est pas très structuré. Non, mais un autre truc que j'avais remarqué dans le film, que j'ai beaucoup aimé, c'est quand vous montrez les. Je sais plus si c'était un bar ou quelque chose, et vous mettez une scène de De Niro avec tous les autres. C'est pas un bar, c'est sur une, c'est une maison. Ah oui, vous parlez du Canardeur ou de je vous d'enfer. Ouais, c'est une maison, en fait, c'est une maison projetée en pleine nuit. Il y a des ancêtres que j'ai beaucoup aimé, qu'on revoit d'ailleurs, on a eu les gratte-ciel, tout ça, on voit tous les films. Et j'ai vraiment eu l'impression que c'était une sorte de. Comme si on essayait de revoir des films là où ils ont été filmés. Et en fait, ça m'a rappelé une phrase que j'avais vue dans un entretien avec Godard et Fritz Lang. Godard qui disait cinéma, soit on va de la fiction au documentaire, soit on va du documentaire à la fiction. Je ne sais pas si c'est exactement ce qu'il voulait dire, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez fait un truc. Vous avez fait l'inverse du coup. Chimino a fait quoi les documentaires en partant du documentaire de la fiction, et vous avez fait la fiction vers le documentaire. Ah ouais. Bah écoutez, alors, merci pour votre intervention. Juste un tout petit truc, excuse-moi Jean-Baptiste, mais il nous reste 10 minutes et j'ai encore une question au fond. D'accord. Mais le monsieur vient de poser une question, c'est 4 têtes de chapitre, normalement c'est 3h12 minimum. Alors j'essaie d'aller très vite. En plus ce que vous dites est intéressant, parce qu'il faut le souligner aussi, c'est assez intéressant. Le côté, alors très rapidement, le côté fiction documentaire. Je ne sais pas ce que la référence à Godard Lang, je ne la connais pas. Mais en tout cas, la question de fiction documentaire est évidente pour moi. C'est-à-dire que, je pense que quand on fait un documentaire, on fait de la fiction, même malgré soi ou à son corps défendant. Voilà. Ceux qui pensent que faire un documentaire, c'est prendre le réel, vous imaginez, j'imagine que plus personne n'en est là aujourd'hui, mais quand même, pour un Télérama et tomber là-dessus. Non, ce que je veux juste te dire, c'est qu'à mon avis, la question de la fiction et du documentaire, la frontière est très très floue. Et je dirais que moi, ce qui m'intéresse, pour être tout à fait honnête, c'est quand je suis, par exemple, un film de fiction, c'est la dimension, par moment, sa dimension documentaire. Et d'ailleurs, mon amour des années 70 vient aussi de là, par moment, y compris même pour des films mauvais, mais ils témoignent tellement formidablement bien de ce qu'a été une décennie, que je peux la voir pour une façon de s'habiller, une voiture, un événement de la rue qui se passe. Ça m'intéresse, même si le film est mauvais, mais il devient intéressant pour ça. Donc, traquer le documentaire dans la fiction et traquer la fiction dans le documentaire. Et moi, ça m'intéresse beaucoup, mais je l'avais déjà fait un peu avec Wibouit et Dario, c'était vraiment d'essayer d'être toujours à cette frontière-là, à tel point d'ailleurs que vous parlez effectivement de la projection des extraits. C'était une idée de départ. L'idée de départ, c'était que j'avais envie, en fait, il y avait 3 niveaux d'intervention du cinéma dans le film. Premier niveau, citation pure. Le fameux plan du tunnel. Il y a plusieurs plans qui sont des citations à des moments de films de Michael Cimino. On les repère pas, c'est pas grave. Parce que ça aussi, évidemment, le truc important, c'est que si on n'a pas la référence, c'est pas grave, on continue dans le film. Si on l'a, on reconnaît quelque chose qui se joue. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est la citation pure et dure. Le deuxième niveau, c'est le moment où on va projeter des extraits. Mais je n'ai jamais aimé, pour être tout à fait honnête, les documentaires ou les films documentaires qui passent des extraits plein pot des films à l'intérieur du film qui est fait. Ça ne marche pas pour moi. Et ça me sort du film. Puis on n'est jamais à la hauteur d'eux.
C'est-à-dire que faire un film sur Coppola, vous faites votre, etc., puis d'un seul coup, extrait d'Apocalypse Now, de quoi vous avez l'air quand vous revenez à votre plan. Il y a quelque chose qui va pas. Et donc, je me suis dit, l'idée du film, c'est quoi? C'est faire sortir le cinéma du réel. C'est-à-dire que Cimino, il vient d'un rapport réel. Autrement dit, c'est en comprenant l'Amérique, les gens Mingo Junction, que le cinéma de Cimino est possible. Donc, d'une certaine façon, le cinéma et le réel s'imbriquent intégralement. Moi, je ne fais d'ailleurs, c'est peut-être une pathologie, parfois, je ne fais pas complètement la différence. Je pense que le cinéma et la réalité, c'est deux choses qui s'entremêlent en permanence. Et donc je me suis dit, c'est ça qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas, dans la première partie du film, on va projeter les films, mais à l'intérieur d'un espace. C'est à la fois des espaces où Cimino a tourné, évidemment, certaines séquences, et puis par moments, on incorpore le réel de la matière que lui a tourné. Et cette façon cette sorte d'indistinction entre le cinéma et la matière du réel qui l'a rendu possible, moi, m'intéresse énormément. Parce que je pense que les grands films, c'est un peu de ça. Donc j'avais envie que même le film, et d'ailleurs un puriste dirait, mais on n'a pas toute l'image de Voyage-Bout de l'Enfer, puisqu'on est découpé en fonction de la maison, etc. etc. C'est pas grave, c'est du souvenir, c'est un film de fantôme. Et donc dans le souvenir, on ne se souvient pas de tout dans un plan, on se souvient de 20-30%. On voit le film ou on ne le voit pas. Mais il n'y a pas, actuellement, je suis libre moi, de faire ce que je veux. Pareil pour King Vidor, ces choses-là qui, lui, l'intéressaient beaucoup. Et puis après, je me suis dit, vous avez vu qu'il y a des moments où il y a des extraits plein pot qui se mettent à arriver, mais ils n'auraient pas pu arriver pour moi au début. Il fallait d'abord qu'on dissolve le cinéma et le réel ensemble, pour qu'à un moment donné, quand les plans de Cimino arrivent, on ne puisse plus faire la différence, savoir si c'est, et ça compte même pas d'ailleurs, et on s'en fout, de savoir si ça appartient au film ou pas. Jusqu'à ce plan du canardeur, dès qu'ils se font exactement avec un plan qu'on a tourné. D'où le fait que l'étalonnage qu'on a fait, et de ce qu'il déterminait, c'était d'être le plus proche possible de l'étalonnage des films de Michael Cimino. Pas forcément la photographie ni la lumière, mais l'étalonnage, de manière à ce qu'il y ait une sorte d'ambiguïté par moment dans le film, où on ne sait plus vraiment d'où ça sort, jusqu'à la séquence du fondu, du cheval, de la route, etc., de Eastwood qui regarde. Voilà. Et j'avais envie qu'à la fin, que le film, du point de vue de son montage ou de son organisation, accomplisse la fusion du cinéma et du réel. Voilà, c'était ça un peu l'idée. Et moi, je voulais surtout pas qu'il y ait le moment cinéma extrait commenté, et puis retour à la réalité avec des gens qui parlent du film, etc. Ça, je déteste ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Enfin, c'est un objet télé, pour être tout à fait honnête. On fait des images, on ne fait pas des plans. Alors que aussi, possibilité là en scope, allons-y quoi, véritablement, jusqu'au moment où on ne sait plus vraiment où on en est, jusqu'au mirage de fin, qui est le mirage de La Porte du Paradis, qui est le truc qu'aurait voulu faire Cimino, c'était tourner l'adaptation de Fitzgerald. Jean-Baptiste, tu sais qu'on écouterait pendant Non, pardon, des jours. j'étais trop long pour la réponse, mais la question était bien. Donc, Absolument. Alors nous avons avec nous notre camarade Olivier du Cinémo Club, c'est-à-dire le Ciné-Club de Meaux, qui va avoir le plaisir de te recevoir le 2 décembre et qui va donc poser la dernière question. Ça serait une question rapide. Le cas déjà, bravo, c'est magnifique, le cadre et le montage est sublime. Merci beaucoup. On a parlé de John Savage rapide, justement, j'avais vraiment une petite question anecdotique là-dessus, enfin, avec vous aussi, j'ai essayé d'avoir Chris Walken. Ah oui, alors, ok, donc dernière question sur les désirs, les ratés, les regrets. Non, mais c'est important, parce que c'est un... Alors, Walken, alors oui, j'ai essayé de... En fait, j'avais déjà vu Christopher Walken à l'époque du livre que j'avais écrit. J'étais allé voir à New York, etc. Et pour être tout à fait honnête, quand je l'avais vu en 2012-13, j'avais récupéré à la sortie d'un théâtre, il me souviens très bien, il ressemblait un peu au King of New York, avec ce gros manteau, il était rincé par la pièce, etc. Et puis, bref, il a été adorable, mais j'ai senti en 2012-13 déjà que Walken était un peu fatigué de parler de Voyage-Bout de l'Enfer, de l'Arnaud, etc. Et donc, quand je l'ai recontacté là, j'y allais presque par acquis de conscience, mais en fait, sa réponse, d'une certaine façon, a accompli ce que je sentais. Il m'a dit, écoutez, ça sera avec grand plaisir, mais j'en peux plus de parler de Voyage-Bout de l'Enfer. Et donc, si lui n'a pas envie, s'il n'en peut plus, il sera pas bon, et il va me donner une parole que moi je connais par cœur, qu'il a déjà donnée partout, etc. Donc, on a plié boutique. Donc, pas de regret de mon point de vue sur Walken. Non, moi j'ai un regret, je vais vous le dire, c'est Clint Eastwood. C'est que Clint Eastwood, en fait, avait dit oui pour participer au film, donc je passe tous les détails, il avait dit oui. Et c'était au moment où on était en tournage, en janvier-février, aux États-Unis. Or, nous, on a fait la route de Los Angeles à New York, donc on a fait ce périple
comme on a fait Oui dans Oxford, peu importe. Donc je trouve ça plutôt sympa. Hein. Donc on se balade. Et on avait un planning qui était évidemment très contraint. Parce qu'on était tel jour dans l'Oregon, 15 jours plus tard, on était dans l'Iowa. Bon. Et donc, les moments de possibilité de Eastwood, lorsqu'elles se sont déclenchées, évidemment en Californie, nous on était déjà loin, on était en Pennsylvanie. Et donc, moi j'ai répondu en disant, non, mais je reviendrai spécialement pour vous. Parce que là, certains, on leur dit, bon, bah tant pis, on n'est plus là, tant pis pour vous. Puis si Eastwood dit oui, on va pas dire, bon, Clint, c'est gentil, mais t'as raté le coche. Donc, je dis, ok, on va revenir. Et donc, il me dit, d'accord, pas de problème. Et lui, t'es attaché à Michael Cimino, comme Cimino était attaché à lui, etc. Pour moi, c'était la présence importante, c'était le mentor. Il manquait l'avant de Cimino, à part ce dont il parle lui. Et là, le problème, c'est qu'on rentre à Paris, 2 semaines après, c'est le confinement. Et donc là, pour le coup, le film a été victime collatérale du confinement, puisque le temps a passé et on n'a jamais pu, parce que les Américains, même encore aujourd'hui, retourner voir Eastwood pour ça. Donc il y avait 2 solutions. Ou bien on se bloque le film et le montage en se disant qu'on attend Eastwood 92 ans, ou alors on se dit tant pis. Et voilà. Et donc ce que je me dis, c'est tant pis. Mais j'irai quand même le voir, Eastwood, je trouverais bien un moyen. Voilà, dans tous les cas, il m'a dit oui, je vais y aller. Hein. Mais j'aurais tellement aimé qu'il soit dans le film. Et pour être tout à fait honnête, c'est peut-être que je l'aurais pas fait, mais alors qu'il est, c'est ce que je pense. J'avais envie d'aller voir Eastwood, même pas pour qu'il parle, en fait. Parce que voilà, je me suis dit, Eastwood, ça sera une chaise vide à un moment donné dans le film, et l'homme qui rentre va occuper cette chaise-là, regarder la caméra pendant 3 minutes, c'est Clint Eastwood. Et Cimino parlera dessus éventuellement, etc. J'avais même pas besoin qu'il parle. Alors je ne lui ai pas dit ça à Eastwood. Donc, vous savez, je vais vous voir, je m'en fous de ce que vous allez dire. Mais en fait, l'hypothèse dans l'écriture du film, avec Eastwood, au cas où voilà, ce qui se passait avec lui m'intéressait, enfin, était un peu dans la redite, je me suis dit, en fait, je vais aller voir Eastwood exactement pour ce plan-là que je voudrais avoir pendant 3 minutes. Malheureusement, je ne l'ai pas vu. Peut-être dans son prochain film. C'était passionnant. Merci en tout cas de votre attention. Qui me fout droit du regard, et il faut enchaîner, et en plus on va enchaîner sur Manhunter et Michael Mann, et tu vas dire un mot, donc surtout restez... C'est la triple peine pour tous, hein, désolé. Alors un grand merci à Jean-Baptiste, et un grand bravo à Marc d'avoir coproduit et distribué le film de Jean-Baptiste. Bravo à tous. La sortie 24 novembre, parlez-en à tous vos amis.